Comme on a vu dans la présentation de Valérie Chiraud avant la pause de midi, le principe d'égale considération des intérêts est très important en éthique animale. Donc ce principe veut dire qu'on doit considérer les mêmes intérêts ou les intérêts similaires de la même manière. Mais dans ma présentation, pour les prochaines 45 minutes, je vais en fait argumenter qu'il faut aller au-delà de l'égale considération des intérêts, au moins temporairement. En fait, il faut plus qu'une égale considération pour que finalement les animaux vont obtenir à ce qu'ils ont droit. Je vais argumenter pour les thèses suivantes. Tout d'abord, la discrimination positive, elle est justifiée pour les animaux non humains, d'un côté pour remédier aux injustices qu'ils subissent ou ont subi dans le passé, et aussi pour créer plus de justice et d'égalité pour eux dans l'avenir. Je vais bien sûr expliquer dans ma présentation ce que ça veut dire en pratique. La deuxième thèse que je veux défendre, c'est alors que pour un temps limité, temporairement, il faut plus qu'une égale considération des intérêts des animaux. Il faut donner beaucoup plus de considération aux intérêts des animaux qu'on devrait leur donner dans une société ou un système parfait qui les considère normalement, dans une société antispéciste, disons. Mais j'ai une petite restriction de mon argument qui veut dire, mon argument est conditionnel. Donc, ce que je ne vais pas faire ici aujourd'hui, c'est justifier la discrimination positive pour tous les groupes, pour les femmes, pour les minorités raciales, des groupes discriminés, etc. Parce que ça, c'est un projet assez grand, et pour être philosophiquement, pour que l'argument soit philosophiquement plus stable, plus fort, je vais dire que la discrimination positive est justifiée pour les animaux non humains si elle est justifiée pour quelques groupes humains. Donc, si on accepte que la discrimination positive, elle est des fois justifiée pour quelques groupes humains, alors mon argument dit oui, alors il faut l'extendre aux animaux, il faut l'appliquer aux animaux. Si on veut synthétiser mon argument, ça va comme ça. Donc, ceux qui ont été victimes d'une discrimination systématique dans le passé, ils sont beaucoup plus à risque d'être discriminés nos jours dans notre société à cause de leur appartenance à ce groupe-là. Donc, par exemple, si on a dans le passé discriminé les Noirs, il y a une tendance de continuer à les discriminer à cause des biais racistes, etc. À cause de ce risque élevé d'être discriminés, j'argumente qu'ils ont droit à une protection spéciale ou aussi une compensation pour des torts qu'ils ont subis dans le passé. Et c'est ce que j'appelle une discrimination positive, mais je vais aborder ce que ça veut dire en détail, en pratique. Donc, mon argument va comme ça. Or, les animaux sont, en ce moment, et ont été victimes d'une discrimination injuste. Donc, ils n'ont pas seulement droit à ce qu'on remédie aux injustices individuelles qu'ils subissent maintenant, mais en fait, ils ont aussi droit à une discrimination positive pour tous les membres de leur groupe. En philosophie, on aime bien parler des présupposés de nos théories. Donc, voilà les prémices de ma présentation. Ça veut dire, c'est mes prémices, je ne vais pas en détail argumenter pourquoi je pense que c'est vrai, c'est juste que le point de départ de ma présentation, si vous n'êtes pas d'accord, l'argument ne suit pas logiquement. Mais si vous êtes d'accord, et j'espère que vous l'êtes, je pense que ça fonctionne. Donc, les animaux sont cibles moralement et ont des revendications légitimes. On a vu ça un peu avec la présentation de Valérie, je suis d'accord avec pas mal des points abordés. Les animaux ont une revendication légitime ou un droit à éviter la souffrance et maintenir leur intégrité physique si c'est possible. Je pense, on a vu ça très bien dans la présentation de Valérie. Ils ont aussi droit à continuer à vivre. On a aussi vu ça, Valérie vient d'argumenter pour ça. Moi, j'ai ajouté quelques points en plus.
Par comparaison avec ce que Valérie a présenté, les animaux ont un droit à maintenir les relations avec d'autres animaux qui leur sont chers, par exemple des liens familiales, sociaux, etc. Il ne faut pas isoler des animaux sociaux d'autres membres de leur groupe parce que ça leur cause une détresse. J'ai aussi la revendication légitime que les animaux devraient pouvoir suivre leur comportement typique pour leur espèce. Donc ça veut dire, par exemple, si vous avez des animaux dans ce son ou un laboratoire, ils devraient être capables de vivre d'une manière qui est bien typique pour leur espèce, qui leur donne une vie bien remplie et contente. Mais je vais revenir à ça un peu dans ce qui suit. Une autre prémisse, c'est que le spécisme est une discrimination éthiquement problématique, une discrimination injustifiée. Et finalement, le principe d'égale considération qu'on a vu présenté en détail par Valérie, ce principe veut dire, j'accepte ce principe-là comme base, les intérêts similaires doivent être considérés de la même manière, peu importe à qui ils appartiennent. Donc le même intérêt de ne pas souffrir d'un être humain et d'un animal doit compter de la même manière. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais ça c'est l'intérêt de chien, alors ça compte moins. Si c'est vraiment, si la question se pose sur le même montant de souffrance, il ne faut pas discriminer sur la base d'espèces, il n'y a pas d'autres facteurs qui y interviennent. Maintenant, vous pouvez dire, bon, vous dites, le spécisme est une discrimination injustifiée, mais est-ce qu'on est vraiment spéciste? Je pense que oui, et voilà le plan, comment je vais continuer dans ce qui suit. Tout d'abord, je vais parler de la discrimination. Qu'est-ce que la discrimination? Et puis, où est-ce que les animaux sont discriminés? Je vais donner 3 exemples, c'est le point 2. Et puis, je vais poser la question si une réponse à cette discrimination subie par les animaux, la discrimination positive nous donne une réponse. Donc, tout d'abord, je vais distinguer les lois antidiscriminatoires versus la discrimination positive. Puis, je vais vous donner quelques exemples d'une discrimination positive pour les animaux. Et puis, je vais comparer cette théorie-là à d'autres théories qui sont présentement établies en éthique animale. Voilà, ça c'est le plan de ce qui suit. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la discrimination. Qu'est-ce qu'une discrimination? Bon, François Jacquet et aussi Valérie ils ont déjà en parlé, mais juste que, bon, François n'est pas d'accord avec tout, mais je répète quand même mes points un peu. Donc, la discrimination, ça c'est une distinction de philosophe danois, Casper Lippert Rasmussen, qui a travaillé beaucoup sur la notion de la discrimination, et je recommande fortement son livre. La discrimination concernant la discrimination, on peut distinguer 2 points. Une discrimination basée sur X et une discrimination existe, sexiste, raciste, spéciste. Une discrimination basée sur X, c'est ce qu'il appelle une discrimination neutre basée sur X. Pour donner un exemple, on pense que c'est normal de ne pas donner un permis de conduire à un enfant de 2 ans. Parce qu'il n'a pas la capacité de conduire. On trouve que c'est assez normal de faire ça. Peut-être il y a quelques exceptions comme des égalitaristes très, très extrêmes, disons, mais sinon, ça pour nous, c'est une discrimination justifiée. Donc il n'y a pas... Tu peux redire le nom de l'auteur? Casper Lippert Rasmussen, il est à l'université de Aarhus, au Danemark. Casper Lippert, mais sinon je peux te dire après la présentation aussi. Oui, Casper Lippert Rasmussen. Oui, je ne peux pas l'écrire, je suis désolée. Bon, et puis, lui, il distingue, il y a une deuxième forme de discrimination qui est la discrimination qui est moralement problématique. C'est la discrimination existe. Par exemple, une discrimination raciste, sexiste et aussi spéciste, on les voit
comme ils sont problématiques. Là, on dit, ouais, il y a un problème. Et qu'est-ce qui est problématique quand on discrimine quelqu'un d'une manière injustifiée? En fait, voilà une petite description. Une discrimination existe, c'est un traitement injustifiément désavantageux d'un groupe par comparaison avec d'autres groupes, pour des raisons avec une justification directe ou indirecte, comme on a vu hier soir avec François Jacquet. Donc, qu'est-ce que le spécisme? Le spécisme est une forme de discrimination, c'est un traitement ou une considération injustement désavantageuse de ceux qui n'appartiennent pas à une certaine espèce ou à certaines espèces. On avait tendance à discriminer plus les vaches que les chiens qu'on traite assez bien dans notre société, par exemple. Mais maintenant, on peut se poser la question pourquoi et comment est-ce qu'on discrimine les animaux d'une manière injustifiée. Je vous donne quelques exemples que je vais aborder dans ce qui suit. C'est les 3 suivantes. Je vais parler des animaux de ronde, les animaux d'élevage. Je vais aussi parler de l'expérimentation animale et les animaux sauvages, ce que pourrait surprendre quelques personnes parmi nous. Donc, commençons par les animaux de ronde. On a bien vu ça dans le talk de Valérie Giraud avant. Leur intérêt à ne pas souffrir et à continuer de vivre sont très souvent violés par les agents moraux humains. Par exemple, la priorité est donnée aux intérêts secondaires des humains par rapport aux intérêts triviaux ou par rapport aux intérêts fondamentaux des animaux. Par exemple, on peut très bien vivre sans tuer des animaux, ou éviter de tuer quelques animaux, moi, peut-être pas tous, mais par exemple, on peut très bien vivre sans manger de la viande, en remplaçant par d'autres produits. Mais en mangeant de la viande, on donne préférence à notre intérêt plutôt trivial d'avoir un certain plaisir gustatif, par comparaison avec l'intérêt assez fondamental de l'animal de ne pas vouloir souffrir et de vouloir continuer à exister. Le deuxième exemple, c'est l'expérimentation animale. Je ne suis pas catégoriquement contre toute expérimentation animale. Je pense qu'il peut y avoir très peu d'exceptions légitimes, mais je pense que la plupart des cas de l'expérimentation animale sont problématiques. Tout d'abord parce que les intérêts fondamentaux des animaux de continuer à vivre et de ne pas souffrir sont juste pas pris en compte ou très peu pris en compte. Ça dépend aussi des réglementations dans les pays, donc dans quel pays la recherche est faite. Donc, il y a des exigences éthiques très différentes qui dépendent du pays dans lequel on fait la recherche. Puis très souvent, même ces exigences très basiques pour faire de la recherche qu'on appelle éthique, ces exigences ne sont pas remplies. Donc, il y a plein d'exemples où je pense qu'on ne donne pas assez de considération aux intérêts des animaux en faisant cette recherche. Par exemple, dans les analyses bénéfices-coûts, qui sont assez normales, il faut les faire en Suisse, je pense qu'on ne donne pas assez de poids aux intérêts des animaux de ne pas souffrir et de vouloir continuer à vivre. Le troisième exemple que je veux aborder, c'est les animaux sauvages. Normalement, il y a beaucoup de philosophes antispécistes qui pensent qu'il faut, en fait, il faut laisser les animaux sauvages. Ça s'appelle un laisser-faire approach. Donc, il faut de ne pas nous mêler dans la vie des animaux sauvages. Mais moi, je pense que la question est un peu plus compliquée et plus complexe parce que les animaux sauvages, ils souffrent fréquemment d'accidents, de la destruction de leur habitat causée par les êtres humains et par des catastrophes naturelles, des maladies, etc. Donc, par exemple, il peut y avoir des feux dans des forêts où il y a beaucoup d'animaux. Et puis, je pense que les êtres humains, les agents moraux, ils peuvent faire plein de choses pour réduire la souffrance des animaux concernés avec peu de moyens, mais on n'y pense même pas très souvent. On ne donne pas de la considération à leurs intérêts. Un autre exemple,
c'est les vaccinations. Les animaux, il y a plein d'animaux sauvages qui souffrent à cause des maladies. On peut, ça se fait déjà, on peut les vacciner en distribuant des pilules par hélicoptère, par exemple sur une forêt, et puis ça va tuer les parasites, et les animaux vont avoir un bien-être beaucoup plus élevé qu'avant. Et puis très souvent, en fait, ce sort des animaux, on n'y pense même pas. C'est même pas considéré par les agents moraux. Donc, ces exemples montrent une discrimination injuste des animaux, car leurs intérêts de base, que j'ai abordés tout au début de ma présentation, ne sont pas considérés du tout, ou on donne à ces intérêts moins de poids qu'aux intérêts des êtres humains, à cause des préjugés spécistes. Maintenant, on peut se poser la question, mais c'est qui en fait discrimine ces animaux-là? Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Donc, tout d'abord, bien sûr, il y a des individus qui discriminent ces animaux-là, à cause, par exemple, des attitudes spécistes. Mais il y a aussi la société, nous tous, le gouvernement, les lois. Donc, par exemple, si je fais du mal à un chien, je suis puni. La même chose avec un cochon, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a une discrimination dans les lois systématiques et institutionnelles des animaux, ou quelques espèces sûrement. Donc, maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je pense qu'il y a trois options. Il y a trois options pour remédier à ces injustices. Tout d'abord, on peut essayer de remédier aux injustices individuelles, donc s'attaquer aux discriminations individuelles. Quand vous voyez que quelqu'un maltraite un chien, vous intervenez. Ou quand vous voyez un chien ou une vache dans une maison qui brûle et vous voyez que personne ne s'en occupe, vous vous lancez. Mais ça a l'air plutôt inefficace. Une deuxième voie, c'est de changer les lois. C'est ce qu'on appelle dans la littérature des lois antidiscriminatoires qui interdisent une discrimination basée sur l'espèce. Une troisième voie serait la discrimination positive, ce que j'appelle la discrimination positive. C'est plus de considération des intérêts des animaux jusqu'à ce que les animaux soient dans une position où ils reçoivent une égale considération. Parce que pour le moment, on considère plus ou moins les intérêts des humains d'une manière égale, avec quelques exceptions, et les animaux, les intérêts ne sont pas pris en compte de la même manière. Donc, il faut vraiment lever même en dessous de là pour qu'on arrive sur le long terme au même niveau, à une égale considération. Donc, étant donné que ces injustices sont systémiques et puis aussi créées par des biais spécistes que nous avons probablement tous, il est très inefficace de s'attaquer aux discriminations individuelles. Donc, il nous reste deux options. C'est d'un côté les lois antidiscriminatoires et de l'autre côté la discrimination positive. Étant donné qu'on aime bien les analyses conceptuelles en philo, je vais définir ces deux groupes. Donc, dans les lois antidiscriminatoires, ce que est ciblé, c'est des individus. Donc, on veut éliminer des obstacles discriminatoires qui empêchent que les individus arrivent à une liberté individuelle ou une égale opportunité de bien-être, par exemple. Par contre, il n'y a pas l'idée qu'on va accroître la présence et la représentation des êtres concernés. Puis je crois que ça, c'est vraiment nécessaire, mais juste pour le moment, pas suffisant. Si on s'attaque à ça, si on change la loi et puis on interdit la discrimination basée sur l'espèce, je pense que les êtres humains vont quand même continuer à discriminer inconsciemment, probablement, au moins quelques espèces animales, parce qu'ils ont moins tendance de les aimer, etc. Donc, une autre réponse pourrait être la discrimination positive.
Et ça veut dire la suivante. Ça implique des lois ou politiques qui vont aider aux individus de certains groupes, avec le but de réduire leur discrimination actuelle ou de les compenser pour des torts qu'ils ont subis dans le passé. Donc, pour utiliser les mots de Feinberg, qui a déjà été cité par Valérie dans un autre contexte ce matin, il faut mettre un terme aux inégalités basées sur le statut attribué aux individus d'un groupe à cause de leur appartenance à ce groupe. Et je pense que c'est applicable aux animaux, comme je vais montrer dans ce qui suit. Donc, une idée, c'est aussi accroître la représentation des individus qui est victime de cette discrimination. Donc, la question se pose, est-ce que les animaux, est-ce qu'ils ont droit à plus qu'une égale considération? Je pense que oui, parce que les animaux sensibles, ils sont souvent victimes des torts causés à cause de leur appartenance à leur espèce. Donc, pour cette raison-là, ils ont droit à une protection spéciale afin de diminuer le risque de subir un tort à cause de cette appartenance à un groupe. Et il faut plus qu'une égale considération afin que finalement, un jour, ils arrivent à une égale considération. Alors, ils ont droit à une discrimination positive. Dans la littérature sur la discrimination positive, il y a deux manières de la justifier. Une justification rétrospective, une justification prospective. Et les deux fonctionnent indépendamment. Donc, si vous n'êtes pas convaincu par une colonne, peut-être l'autre va vous convaincre. Donc, la justification rétrospective veut rectifier des injustices historiques ou compenser pour des torts que le groupe a subis dans le passé. Et il veut aussi remédier aux distorsions qui résultent de la discrimination dans le passé. La justification prospective regarde dans l'avenir et l'idée, c'est de cibler un certain but désirable. Donc, l'idée, c'est de fixer un objet désirable comme plus de diversité ou plus d'égalité sur le long terme. Donc, on veut arriver à un certain idéal. Le but est une société idéale. Et le but, c'est aussi de supprimer la stigmatisation du groupe et accroître leur représentation. Maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour les animaux? Voilà donc une application. Pour la justification rétrospective, on peut distinguer deux cas différents. Il y a quelques auteurs, je vais revenir à ça, qui pensent que la domestication des animaux, il y a des milliers d'ans, c'était un tort. On n'aurait pas dû attirer les animaux, vivre avec eux. Ce n'était pas une réciprocité, mais en bénéficiant d'eux. Donc, on a créé une dépendance. Et aussi, il y a plein d'animaux domestiqués qui ont maintenant pas beaucoup d'opportunités de bien-être parce qu'ils ont été élevés d'une certaine façon, etc. Donc ça, c'est une manière de dire, ça c'est une justification pour dire que les animaux ont subi un tort dans le passé. On les rendait dépendants de nous, et ça, c'était un tort, il faut les compenser pour ça. Donc, ces torts, dans le passé, font des revendications pour des réparations et d'assistance. Ça, c'est une autre manière de le justifier. Par exemple, nous, on est beaucoup intervenus dans le territoire des animaux, on a construit nos maisons, etc., dans leur territoire. On a pris beaucoup d'espace qui a été inhabité par des animaux, et il faut les compenser pour ça. Je vais, dans quelques minutes, dire ce que ça pourrait dire en pratique. L'autre justification, la justification prospective, elle a pour but de lutter pour une égalité sur le long terme, une égalité d'opportunité de bien-être, par exemple, ou une égale considération d'intérêt sur le long terme. Donc l'idée, c'est accroître la présence et représentation politique des intérêts aux animaux. Et comme je dis, l'argument fonctionne dans les deux directions. Donc si vous acceptez, par exemple, ces parties-là, mais ces parties-là pas,
l'argument tient quand même la route. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, j'ai mis cette image, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez la vache qui a une discussion avec le monsieur, elle dit « Ah, la discrimination positive, maintenant tu dois m'engager. » Et le monsieur qui répond « Ah non, mais je suis désolé vache, mais la discrimination positive, elle implique seulement que je dois engager les êtres humains minoritaires. » Bon, l'idée de la discrimination positive des animaux, c'est bien sûr pas donner du travail aux animaux. Mais il y a d'autres exemples qui sont viables, à mon avis. Un premier exemple, c'est ce qu'on appelle la polémique du brown dog, qui avait eu lieu à Londres au début du XXe siècle, 1903-1910. En fait, il y avait à l'université de Londres, il y avait des expérimentations avec des chiens sans anesthésie. Et puis ces cours, c'était des cours de médecine, il y avait des activistes féministes suédoises qui sont entrés ces cours pour regarder ce que se passe avec ces animaux-là. Ils ont vu que les conditions des animaux elles étaient vraiment horribles, qu'ils étaient dans leurs yeux torturés, sans anesthésie, c'était la vivisection en fait. Donc ces femmes, elles ont rendu ça public et ça a causé une énorme controverse qui menait à des émeutes sur la rue de Londres, des protestes, etc. Puis un jour, ces femmes, elles ont mis une statue comme mémoire, comme remembrance pour un des chiens là. Malheureusement, il y avait plein de protestes contre ça par les étudiants de médecins, les scientifiques. Il y avait des émeutes, la statue elle a dû être protégée par la police. Finalement, elle a été retirée en 1910. Puis elle est disparue parce que la police ne voulait plus protéger tout le temps cette statue-là. Finalement, elle a été remise, je pense, une autre version en 1985 à Londres dans ce parc. Donc ça, c'est une manière de rendre conscient de ce qu'on a fait dans le passé avec les animaux, ou ce qu'on continue à faire à part de ça, et puis de leur rendre hommage, ou de changer la conscience aussi des gens qui voient ça. Ça, c'est un exemple historique, mais on peut penser à d'autres exemples. Une question qui m'intrigue beaucoup pour le moment dans ma propre recherche, c'est si on veut avoir plus d'égalité des intérêts, peut-être il faut aussi donner une voix politique aux animaux sur le long terme. Donc là, vous voyez, je ne sais plus dans quelle année c'est, la distribution des sièges parlementaires. Et je pense qu'une manière de donner une voix aux intérêts des animaux au sein d'une société, c'est donner des sièges parlementaires à des personnes qui défendent les intérêts des animaux. Donc, parce que pour le moment, il y a quelques théories que les êtres humains ils peuvent intégrer les intérêts des animaux et les défendre en tout cas. Mais je pense pour le moment, ça s'appelle encapsulated interests. Ça a été défendu par le philosophe Goodin. Mais pour le moment, ça ne marche pas très bien parce que, comme j'ai dit avant, on a des préjugés spécistes. Donc, si on donne quelques sièges à des personnes au Parlement qui défendent vraiment les intérêts des animaux, ça pourrait causer un changement d'attitude sur le long terme et on va prendre en compte dans des décisions politiques les intérêts des animaux si on introduit dans leur territoire, etc. L'éducation, c'est une autre option. Il faut éduquer les gens sur leurs biais. Comme dans le cas des êtres humains, malheureusement tous de nous, on a des biais implicites, ce qu'on appelle des biais implicites, envers plein de groupes, c'est des biais inconscients, puis il y a des tests qu'on peut faire, et puis il y a aussi des façons pour remédier à ces biais-là. Je pense la même chose, il faut faire la même chose pour les humains. Un autre exemple, c'est les refuges pour les animaux.
Ça, c'est l'exemple des animaux abandonnés. Si on abandonne les animaux, pour le moment, c'est beaucoup des champs individuels qui viennent leur aider. Et je pense, en fait, étant donné que c'est la société en soi, avec leur biais spéciste qui a la cause, peut-être ça doit être plutôt prise en charge par nous tous, par la société. Donc, ça doit être financé par des fonds communs et pas par des individus avec des donations. Et finalement, pour revenir à la justification rétrospective, une autre option serait de donner plus d'espace aux animaux, de ne pas agrandir notre territoire à nous, mais aussi de donner plus de territoire aux animaux, comme faire de la forestation, d'agrandir les forêts où ils peuvent trouver un endroit, etc. Ça, pour donner quelques exemples, mais il y en a sûrement plus auxquels on pourrait penser. Maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose de très nouveau, ça, cette idée de discrimination positive ou pas? Et je veux comparer ma théorie avec deux théories très récentes en éthique animale et assez connues. Une, c'est Claire Palmer, qui est professeure au Texas en éthique environnementale et animale. Elle a écrit l'œuvre Animal Ethics in Context, que je recommande fortement. Et l'autre, c'est Valérie, on a déjà parlé, c'est Will Kymlicka et Sue Donaldson, qui ont écrit Zoopolis ensemble en 2011, une théorie politique des droits des animaux. Est-ce que leur théorie, je vais la présenter bien sûr, est-ce que leur théorie, c'est aussi une théorie de la discrimination positive? Je pense que ce n'est pas le cas de Claire Palmer, comme je vais argumenter dans ce que suit, mais je pense que la théorie de Will Kymlicka et Sue Donaldson pourrait être une théorie qui implique une discrimination positive. J'ai présenté ça à Kingston, à eux, ils ne s'étaient pas convaincus, mais je pense quand même j'ai raison. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que dit Claire Palmer? Je présente son argument à elle. Donc, elle dit, si nous rendons des animaux vulnérables ou dépendants, par exemple, vous allez dans la forêt, vous prenez un animal sauvage pour le mettre dans ce seau. Là, vous rendez l'animal vulnérable parce que l'animal commence à dépendre de vous. Si vous ne donnez pas à manger à l'animal, l'animal va mourir forcément. Il ne peut plus subir à ses besoins ou satisfaire ses besoins soi-même. Donc, si vous faites ça, ou si nous créons des animaux vulnérables, par exemple en élevant des futurs animaux dépendants, c'est des animaux domestiques qui dépendent de nous, si vous avez un chien qui dépend de vous, ou si nous causons des torts aux animaux, par exemple parce que vous intervenez dans leur habitat, parce que vous voulez construire une maison dans une forêt, sur une montagne où il y a plein d'animaux, vous devez compenser ces animaux-là, selon sa théorie. Vous avez un devoir positif de compenser ces animaux-là. Et je pense que ça, ce n'est pas une discrimination positive, mais vous donnez en fait aux animaux à ceux qui sont droits. Par exemple, si vous avez une maison et le gouvernement veut construire une autoroute par votre maison, normalement, le gouvernement va vous compenser pour ça. Ils ne vont pas dire, bon, vous nous donnez la maison et c'est bon, vous recevrez rien. Vous allez recevoir, j'espère bien, de l'argent, une compensation. Et je pense, Claire Palmer semble de dire que la même chose doit s'appliquer aux animaux. Si vous les rendez dépendants de vous, ou si vous prenez quelque chose qui leur appartient, comme le territoire, vous devez les compenser. Et puis ça, en fait, c'est leur donner à ce qui devraient avoir naturellement droit dans une théorie antispéciste. Donc, ça vise les individus et c'est plutôt du côté des lois antidiscriminatoires. Maintenant, venons à la théorie de Kymlicka et Donaldson. Eux, je vais parler de 2 cas. Eux, ils parlent de 3 cas dans leur livre. Donc, ils parlent des animaux domestiques. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que les humains ont amené les animaux domestiqués, les vaches, les moutards, les chiens, etc. On les a domestiqués, et ça, c'est un tort historiquement.
Et pour cette raison-là, il faut leur donner la citoyenneté. Par contre, les animaux sauvages, il y a encore un groupe entre les deux, mais je ne vais pas en parler pour le moment. Eux, ils sont des communautés souveraines. Donc, il faut respecter leurs habitats, il faut les compenser quand on utilise leur territoire ou quand on le pollue. Mais eux, c'est plutôt aussi un hands-off approach. Peut-être pas dans le cas des êtres individuels, mais par exemple, s'il y a plein d'animaux qui meurent chaque année dans une rivière, si en intervenant, vous détruisez l'autonomie de ce groupe-là, il ne faut pas le faire, selon ces auteurs-là. Donc je pense que ça, c'est leur... bon, je ne suis pas d'accord avec cet élément de leur théorie, mais ça, c'est leur donner à ceux qui sont droits. Par contre, je pense, en pensant que la domestication était un tort, et de ce tort suit qu'ils doivent avoir la citoyenneté. Je pense que c'est une compensation qui est équivalente à une discrimination positive, en fait. Donc je pense que leur théorie, ils vont au-delà de ce qu'il faut, parce qu'eux, ils pensent qu'il faut compenser les animaux. Bon, pour résumer, donc les torts, j'ai argumenté que les torts que les animaux subissent dans notre société, au niveau légal, c'est une discrimination systémique. Il faut aller pour quelque temps, au moins, comme pour la discrimination positive des êtres humains. Normalement, c'est une idée temporaire et à un certain moment, quand on arrive à une égale considération, il faut arrêter. Pour quelque temps, il faut aller au-delà des lois antidiscriminatoires. Il faut une discrimination positive comme mesure provisoire jusqu'à ce que les animaux ne subissent plus de stigmatisation et jouissent d'une égale considération. Donc en fait, cette idée de discrimination positive, c'est un moyen pour arriver à une égale considération. Comme je dis, l'argument fonctionne dans deux directions. Si vous n'acceptez pas une, il y a peut-être une chance que vous acceptez l'autre. Il y a une justification rétrospective qui regarde les torts dans le passé et une justification prospective qui regarde dans l'avenir en vue d'une société idéale. Donc, la discrimination positive des animaux, de quelques groupes d'animaux, moi, est justifiée afin d'accroître leur présence et leur représentation politique en vue d'une égale considération dans l'avenir, remédier aux injustices du passé avec la justification rétrospective, aussi pour abolir les biais spécistes dans la société et pour finalement arriver à ce qu'on trouverait tous idéal, pour permettre une égale considération des intérêts similaires. Merci beaucoup pour votre attention.